C'est un grand plaisir de retrouver tous nos spectateurs pour les vidéos de Crystal Clear Electronics. Le présentateur d'aujourd'hui est Ambrouj Zalan. Merci Zalan. Mon partenaire pour la présentation sera Zalan Jurica. La première vidéo sur le contrôle et la régulation nous a montré que nous utilisons des boucles de contrôle pour contrôler un processus. Par exemple, pour maintenir un moteur électrique à 1000 rotations par minute, ou pour régler le bras d'un robot à une certaine hauteur. Cela lui a permis de l'envoyer à la hauteur. Pour cela, vous avez besoin d'un signal de référence. C'est ce que nous voulons maintenir, par exemple, 1000 rotations par minute. Nous avons également besoin d'un contrôleur en boucle ouverte ou en boucle fermée qui décide comment l'actionneur doit modifier le processus, par exemple, en appliquant plus ou moins de tension au moteur électrique. Mettez-vous sur le moteur électrique. Vous avez dit que c'est soit un contrôleur en boucle ouverte, soit un contrôleur en boucle fermée qui prend les décisions. Pouvez-vous me dire la différence entre les deux? En résumé, la différence est que lorsque vous utilisez un contrôle en boucle fermée, vous utilisez une sorte de mesure pour vérifier si l'intervention déplace le processus que vous souhaitez contrôler dans la bonne direction. Avec le contrôle en boucle ouverte, il n'y a pas de cela. Nous sommes confiants que nous pouvons prédire l'effet de l'actionneur, donc il n'y a pas de vérification de retour. Le contrôle en boucle ouverte semble donc être un peu plus simple. Alors commençons par cela. Alors, commençons par la définition du contrôle en boucle ouverte. Un schéma de contrôle est appelé contrôle en boucle ouverte si le signal de référence est introduit dans le contrôleur, qui forme le signal de contrôle, qui ensuite actionne l'actionneur, ce qui affecte finalement le processus. Il est très important que le contrôleur ne connaisse pas l'impact de son intervention. À cela, nous disons que la boucle est ouverte. Exactement. Il n'y a pas de feedback et pas de capteur à la fin du processus. Et dans ces cas, il n'y a pas de sensibilité à la fin du processus. Cela signifie également que nous devons savoir à l'avance comment le processus contrôlé va réagir à un signal de contrôle donné. Par exemple, je sais que je dois appliquer 12 volts si je veux 1000 rotations par minute sur l'arbre du moteur, et 6 volts si je veux seulement 500. Maintenant, ce n'étant que des chiffres aléatoires, mais ainsi, vous devez connaître votre système d'un modèle. Il est très important de noter que les interférences provenant de différentes sources peuvent également affecter le processus, par exemple en changeant la charge sur le moteur. Si nous ne connaissons pas cela à l'avance, nous ne pourrons pas éviter leurs effets. Et cela, entre autres choses, rendra nécessaire l'utilisation du contrôle en boucle fermée, mais pour l'instant, restons sur le contrôle en boucle ouverte. Regardons le diagramme bloc. Vous pouvez voir les principaux éléments du contrôle en boucle ouverte en orange. Je pense qu'il serait préférable que nous les parcourions un par un. Au début du diagramme bloc, nous donnons le signal de référence à une perceuse électrique à vitesse variable. Nous voulons régler la vitesse de la mèche à 1000 TRMI en ajustant le contrôle de vitesse de la perceuse à 1000. Nous allons le faire tourner dans le sens des aiguilles d'une montre termine. Derrière le régulateur de vitesse, il y a probablement un potentiomètre qui envoie un signal de sortie aux autres éléments du diagramme bloc. De cette façon, nous définissons notre valeur par défaut pour le système. Le conditionnement du signal de référence peut être que les limites du potentiomètre représentent une plage sûre de valeurs de TRMIN possibles, ce qui vous empêche de définir une valeur arbitraire. Donc, ça ne me permettra pas de faire fonctionner la perceuse à une vitesse trop élevée, n'est-ce pas? Exactement. Et ensuite, le signal de référence conditionné sert au contrôleur. Le contrôleur pourrait être, par exemple, un algorithme fonctionnant sur un microcontrôleur qui utilise le signal de référence pour générer un signal correspondant à 1000 révolutions du moteur en utilisant des données stockées en mémoire. Le but est donc de savoir à l'avance quel signal le contrôleur doit générer pour un TRMIN donné. L'actionneur est un circuit électronique qui peut entraîner le moteur dans une perceuse achetée. Le contrôleur et l'actionneur forment plutôt un circuit électronique de puissance fusionnée sans microcontrôleur. Et il est dimensionné de sorte que le contrôleur produise une tension pour l'actionneur. Donc, que la vitesse à vide du mandrin est de 1000
Mais si vous commencez à percer un matériau solide, vous allez sentir et entendre la vitesse commencer à diminuer. Qu'est-ce que cela indique? Cela indique que c'est un contrôle en boucle ouverte, sans retour. Exactement. Donc, c'est une interface externe. Alors parlons un peu des perturbations externes. En utilisant la perceuse comme exemple, Oui, passons à la perturbation externe. La valeur que nous avons définie est probablement valide lorsque la perceuse est utilisée sous charge. Si nous l'allumons à vide, c'est-à-dire sans charge, la vitesse du mandrin sera un peu plus élevée que la valeur réglée. Si nous utilisons la perceuse de manière incorrecte comme en maintenant le mandrin en bas avec la main fort que possible, cela peut signifier un signal de perturbation que le contrôleur ne peut pas compenser car l'effet n'était pas connu à l'avance. Plus précisément, le fabricant de la perceuse ne savait pas cela à l'avance. Puisque cela n'était pas connu, la logique de contrôle ne demandera pas un couple plus élevé à l'actionneur. Et la vitesse ne sera certainement pas de 1000 tremines, mais elle va légèrement diminuer, ou la perceuse va même s'arrêter. Voyons voir. On peut clairement entendre que la vitesse diminue. Je ne peux pas l'arrêter à la main, mais vous avez entendu que la vitesse a beaucoup chuté. Elle est devenue beaucoup plus lente, on peut l'entendre au son. En général, les dispositifs à contrôle en boucle ouverte sont plus simples, car ils ne contiennent pas de capteur, tout comme la perceuse n'a pas détecté la vitesse de sortie. Il n'est donc pas nécessaire de les sélectionner ou de les intégrer dans le système, ni d'interfacer leurs signaux avec l'équipement de contrôle. De plus, une logique de contrôle en boucle ouverte peut être plus simple qu'un système en boucle fermée complexe et rapide. par conséquent, le contrôle en boucle ouverte est généralement plus simple que la régulation. Alors, pourquoi avons-nous encore besoin de régulation dans certains cas? Je pense qu'il est temps d'entrer dans les détails. Contrairement à la boucle ouverte, dans un contrôle en boucle fermée, la sortie du processus est continuellement mesurée par un capteur, dont le signal est soustrait du signal de référence pour produire ce qu'on appelle le signal de différence, ou signal d'erreur. En restant sur l'exemple de la perceuse, si nous avons une vitesse de référence de 1000 tremés, mais que la perceuse ne tourne qu'à 900 tremés, le signal d'erreur est de 100 tremés. Ensuite, cette information est renvoyée à l'appareil de prise de décision, le régulateur qui le sait. Le moteur a besoin de plus de voltage pour atteindre la vitesse désirée de 1000 Enterman. Le signal d'erreur est donc l'entrée du régulateur qui est nécessaire pour produire le signal d'entrée à l'actionneur, et nous avons également besoin du signal de référence à l'entrée du régulateur. Si vous regardez notre schéma bloc, il est évident qu'une boucle fermée est formée ici, contrairement au cas précédent. C'est qu'on l'appelle contrôle en boucle fermée. L'avantage essentiel par rapport au contrôle est que le contrôleur connaît l'effet de l'intervention. En utilisant cette connaissance, le contrôleur exécute un algorithme, de sorte qu'en réponse à un changement dans le signal de référence ou à une perturbation de l'environnement, l'intervention réduit le signal d'erreur. Donc si je maintiens le mandrin de la perceuse, ce qui constitue une perturbation, le régulateur augmentera la tension pour que la vitesse ne diminue pas. Cela bien sûr ne serait le cas que si nous fabriquions une perceuse avec un régulateur. Un tournevis qui a une régulation. Souvent, la correction est proportionnelle au signal d'erreur, qui est intégré dans le signal d'intervention. Si la perceuse tourne non pas juste à 100, mais disons à 200 tremines de moins que prévu, alors 2 fois plus de tension sera générée comme correction. Donc, le travail du contrôleur est de rendre la caractéristique contrôlée égale à la valeur du signal de référence. Le schéma bloc du système de contrôle en boucle fermée peut être complété par les blocs de soustraction, d'amplification et de perturbation. Pour simplifier, tous ces éléments ne sont pas montrés dans la figure. Pourriez-vous donner exemple d'une industrie où la régulation est essentielle? Bien sûr, il existe de nombreux exemples industriels. L'ingénierie de contrôle est peut-être la partie la plus importante du contrôle industriel, car la plupart des systèmes industriels englobent plusieurs types de systèmes de contrôle. Par exemple, dans une centrale nucléaire, nous ne pouvons pas utiliser un simple système de contrôle en boucle ouverte.
En considérant cela, si l'actionneur s'assure que les barres de graphite qui ralentissent la réaction sont à la bonne position, alors nous pourrions remarquer cette erreur trop tard. Par conséquent, nous avons besoin d'un système de contrôle en boucle fermée qui ajuste automatiquement la sortie du processus. Par exemple, il contrôle la sortie du processus avec la plus grande précision possible à 10 mW, selon la référence, qui est de 10 mW. Quoi? Donc, nous avons clarifié quels sont les deux types de systèmes de contrôle. L'un est le contrôle et l'autre est la régulation. Dans le contrôle, il n'y a pas de rétroaction, tandis que dans la régulation, il y a une rétroaction, c'est-à-dire, dans la régulation, le dispositif de contrôle a des informations sur ce qui se passe dans le processus contrôlé et peut corriger l'effet du contrôle, d'interventions externes inattendues ou d'inexactitudes. Exactement. Et merci pour cet excellent résumé. Nous n'avons pas l'intention d'ajouter plus de connaissances théoriques dans cette vidéo. Cependant, nous pouvons voir que vous avez un scooter. Pour le faire fonctionner, vous auriez certainement besoin de le contrôler, et si je devine correctement, il s'appuiera probablement sur des microcontrôleurs. Pourriez-vous nous parler de pourquoi vous avez apporté cet appareil? Quel rôle contrôle jouer ici? C'est exact. Aujourd'hui, je suis venu avec un scooter électrique, il est juste à ma droite. Je suis sûr que vous en avez vu beaucoup dans la rue, mais vous n'avez probablement pas pensé au fait qu'il y a un microcontrôleur qui fonctionne ici, probablement plusieurs microcontrôleurs, mais en général, ils exécutent un logiciel de contrôle. Ce que ces scooters ont en commun, c'est que la plupart d'entre eux incluent une fonction de régulateur de vitesse. Cette fonction de régulateur de vitesse est utilisée pour s'assurer que le scooter maintient toujours la vitesse que vous avez définie. Sinon, cela est également utilisé dans les voitures. La prochaine fois que vous conduisez, essayez-le. Hoggiha, elegi hossab, eginet. En pratique, cela signifie que si je suis sur une longue route droite avec ce scooter, je peux activer le régulateur de vitesse avec l'interrupteur sur le guidon et dire que je veux aller à 20 km/h. J'aimerais passer à la diapositive suivante, c'est-à-dire... En d'autres termes, je fixe la vitesse de référence à 20 km/h. Pouvons-nous nous arrêter ici un moment? Vous avez dit que vous vouliez faire 20 km à l'heure, par exemple. Vous avez également parlé du conditionnement du signal de référence, ce qui signifie que je ne peux pas régler n'importe quelle vitesse, n'est-ce pas? C'est exact. La vitesse maximale de ce scooter, je pense qu'elle est d'environ 25 km/h, donc évidemment, il ne va pas aussi vite qu'une voiture. Donc quand il est configuré, le conditionnement du signal de référence est en fait clairement effectué. À partir de ce moment, le processus est similaire à l'exemple de la centrale nucléaire. Sur la base du signal d'erreur, le contrôleur calcule comment le signal d'intervention, c'est-à-dire la tension du moteur doit être modifiée pour atteindre la vitesse requise, c'est-à-dire la vitesse de roue requise, et le changement se font alors via l'actionneur. Le retour d'information ici est fourni par le capteur de vitesse dans la roue, donc peu importe si la route est en montée ou en descente, ou même si un ami grimpe derrière vous, le scooter ira toujours à la vitesse réglée et l'accélérateur fonctionnera automatiquement. Quoi qu'il en soit, il est intéressant de noter que les contrôleurs PI, PD ou PID sont souvent utilisés pour ce type d'application, qui seront abordés dans les vidéos Crystal Clear Electronics 2. Obtenez du Duban, c'est tout. Humain. Oui, et vous pouvez aussi en lire un peu à ce sujet dans ce chapitre. Est-ce vrai? Eh bien, merci beaucoup d'avoir apporté cet appareil. Merci pour ce petit résumé et l'exemple de son application. Continuez à utiliser cette trottinette en bonne santé. C'était bien de voir que ce que nous apprenons est surtout théorique, mais combien de fois dans la vie quotidienne nous pouvons rencontrer ces choses? Oui, ils sont partout. Dans notre prochaine vidéo, nous commencerons par un résumé de ce que nous avons appris sur le contrôle, puis nous allons nous lancer dans la construction d'un contrôleur avec un microcontrôleur. Nous allons contrôler la vitesse d'un petit ventilateur. Maintenant, merci de votre attention et au revoir. Au revoir.